ici d'être avec nous. Vous avez écrit ce livre et en compagnie des journalistes qui s'appellent Frédéric Mercier et Berbos, qui s'appelle Je peux écrire mon histoire. Ça raconte votre histoire justement, et nous allons y revenir. Merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très content d'être parmi vous ce soir et d'échanger. Oui, et c'est vraiment, c'est bien, c'est justement un échange. Il y a un échange entre vous trois. J'ai tenu aussi à vous remercier, vous, Pascal Manoukian. Votre livre s'appelle Laissez échouer. C'est un roman. Et d'ailleurs, pour les situer, ça se passe dans les années 91-92, mais c'est tout à fait d'actualité parce que je pense que c'est le même livre, on aurait pu, d'une façon un peu différente, assez différente, d'écrire aujourd'hui, si vous êtes d'accord. L'écrire, ben vous l'avez écrit aujourd'hui, mais quand même, il y a des choses qui se passent. Oui, bien sûr. Oui. Bon, merci beaucoup. Et je tenais aussi à vous remercier, et Pierre-André Borgard, merci beaucoup d'être ici avec nous. Et ce livre s'appelle 7 jours à Calais. Vous l'avez coécrit avec Eric Botti. Et des photos de Luc Georges et la préface de Jean Ziegler, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en 1992. Je pense qu'il avait écrit un livre qui s'appelait La Suisse verte plus blanc. Et donc, merci beaucoup. Et je tenais simplement un peu à commencer par vous, Pierre. Et 7 jours à Calais, c'est un peu le symbole de tout ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être cette ville, c'est encore descendant. Pourquoi avoir fait ces voyages justement à Calais pour nous montrer cette réalité-là? Alors, en fait, notre histoire commence le lendemain des élections européennes en 2014, lorsque les Français envoient 24 eurodéputés issus du Front National à l'Assemblée européenne. Et donc c'est à partir de là qu'on a décidé, parce qu'en 2014, notamment au mois de mai 2014, on parlait beaucoup de politique d'immigration, et notamment d'immigration à l'échelle de l'Europe, et qu'il nous semblait important de se saisir du sujet, parce qu'on avait le sentiment aussi, on a le sentiment aussi que très rapidement, souvent après des échéances électorales, le débat retombe, et puis il ne ressurgit qu'au moment où surviennent des événements dramatiques et qu'on réagit beaucoup sur l'émotion. Or, pour mettre en perspective les politiques, entre autres, et notamment la politique d'immigration, il faut bien sûr être sensible aux émotions, mais en même temps ne pas s'arrêter aux émotions et construire les choses dans la durée. Et nous pensons qu'effectivement aujourd'hui, la plus grande difficulté que rencontrent à la fois nos élus en France, mais également nos élus à l'échelle européenne, c'est de construire des politiques migratoires dans la durée. Et nous sommes également partis d'une phrase que nous avons retenue à l'époque de Martin Schulz, qui disait que chaque vie perdue en Méditerranée était une tâche de notre civilisation. Et donc à partir de là, nous avons souhaité entamer un périple européen pour aller à la rencontre à la fois des migrants, mais également de l'ensemble des personnes qui ont en charge ou qui se chargent de venir en aide aux réfugiés. Qui remplace parfois les rôles de l'État. Ben, écoutez, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que 90% de la charge par rapport à la question des migrants est prise en compte par les associations, par le monde associatif. L'État se contentant effectivement de construire des barrières et des renforcements policiers. C'est ce qui se passe actuellement à Calais, où il y a encore quelques jours, on vient d'annoncer le renfort en effectif de policiers, donc de gendarmes et de CRS sur le site. Donc il y a en gros plus de 1300, près de 1500 CRS et gendarmes présents en continu sur le site de Calais. Et on a également en France, nous sommes un peu les supplétifs de Sa Majesté, puisque les Anglais nous ont demandé de rehausser les barrières autour du port de Calais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on y était à l'époque en 2014, on y est retourné il y a 15 jours, aujourd'hui le port de Calais est quasiment inaccessible, ce qui rabat l'ensemble des migrants sur le tunnel. Donc avec beaucoup plus de risques et beaucoup plus d'accidents, quasiment on a aujourd'hui quasiment un accident par semaine au niveau du tunnel. Donc voilà, donc la conséquence des politiques que l'on mène aujourd'hui, que mène l'État sur le site de Calais, c'est la mise en danger des migrants qui se trouvent là-bas et non pas la préoccupation principale qui est la mise à l'abri des personnes qui s'y trouvent. Mais en même temps, vous avez fait référence à Martin Schulz, ça m'a beaucoup touché dans le sens que on a le sentiment aujourd'hui, on a été presque tous surpris par la réponse de Mme Merkel au drame qui s'est passé à l'ouverture des frontières en Allemagne.
Et en même temps, lorsqu'on lit cette phrase-là, c'est un peu moins étonnant parce que j'ai le sentiment qu'en Allemagne, il a quand même cette volonté, malgré tout, depuis longtemps. Certains l'expliquent parce qu'à cause des problèmes démographiques de l'Allemagne, mais je pense qu'il n'y a pas, c'est pas tout à fait ça quand même, malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne s'est pas vraiment penché sur aujourd'hui les motivations profondes, je dirais, de l'Allemagne d'accueillir effectivement tant de migrants. Mais effectivement, la question économique n'est pas quelque chose qui est absent du débat. Par contre, je pense qu'il y a fondamentalement une autre approche en Allemagne. Il y a la question de l'Europe, surtout. Oui, et moi je pense qu'il y a fondamentalement, et vous avez exactement raison de poser cette question-là, parce qu'il y a deux manières de voir l'immigration. D'une manière, la première, c'est celle de dire c'est un problème qui arrive, c'est une charge sociale qui arrive, ce sont des difficultés supplémentaires, et c'est un handicap pour notre société. Et je pense que l'Allemagne a compris qu'aujourd'hui, les migrants, c'est du potentiel intellectuel, c'est de la main-d'œuvre, c'est des personnes qui peuvent aujourd'hui faire grandir le pays et faire gagner le pays. Et je crois que ce sont deux approches totalement différentes. Aujourd'hui, en France, on est plutôt sur la première approche qui est celle de dire c'est un problème qui arrive. En Allemagne, on a considéré que c'est une chance. Et lorsqu'on effectivement on change de registre ainsi, on comprend qu'effectivement l'approche de l'Allemagne. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui guide principalement l'Allemagne, c'est son fil conducteur. Et à propos des fils conducteurs, il y a aussi des histoires qui sont relativement longues aussi dans l'histoire des migrations. Et je dis, les choses se ressemblent énormément quand même par rapport à ce qui est raconté dans votre livre, Pascal Manoukian, quoique il y a quand même des différences énormes. Après, on va revenir sur les personnages qui sont tout à fait essentiels pour nous montrer, parce que c'est un roman aussi, parce qu'il faut incarner les choses aussi. Et il y a, à cette époque-là, 91, 92, c'est l'ouverture aussi, c'est les rideaux des fers qui tombent. Mais en même temps, les mêmes pays, souvent, qui ont été libérés à ce moment-là, c'est eux les premiers à refermer les rideaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est compliqué parce que, juste pour vous resituer le livre, moi j'ai situé l'action en 92 parce que on veut essayer de nous faire voir que ce qui arrive aujourd'hui n'était pas une catastrophe annoncée. Mais cette catastrophe, elle est annoncée depuis 92. Voilà, 92, c'est les Balkans, c'est l'Afghanistan, c'est la Somalie. C'est-à-dire que sur les routes où l'on meurt aujourd'hui, les routes sur lesquelles on meurt aujourd'hui, on y meurt depuis 20 ans. Et dans le désert, et en Méditerranée. Alors bien évidemment, on en a moins entendu parler parce qu'il n'y avait pas ce pic d'immigration. Mais pourquoi j'ai situé ce roman en 92? C'est le début de la montée de l'islamisme en Afghanistan après la guerre civile. Enfin, ça va arriver, le début des talibans et d'Al-Qaïda. C'est le premier état de non-droit en Afrique. C'est-à-dire la Somalie explose avec la guerre civile. Et il y aura plusieurs états de non-droit qui vont aussi émerger, le dernier étant la Libye, et on sait les conséquences que ça a sur la crise d'aujourd'hui. Et puis c'est la chute du mur, et c'est tous ces déçus du post-communisme qui, 2 ans après, vont chercher l'espoir ailleurs. Et donc moi j'ai voulu raconter l'histoire de ces ouvreurs de route, les gens qui ont ouvert les routes aux migrants d'aujourd'hui, qui ont commencé à voir les premiers réseaux de passeurs s'installer, qui ont commencé à voir les premiers groupes djihadistes dans le désert, en train de se dire que finalement, si tu accèdes l'arrivée des convois et le passage des convois, ils pourraient s'alimenter en armes, ils pourraient s'alimenter en argent, qui ont commencé à voir les premiers pêcheurs de Libye et d'ailleurs se dire que finalement, s'ils abandonnaient la pêche pour faire du trafic humain, eh bien un vieux cargo de 30 000 € chargé de 500 personnes, ça rapportait 300 000 €. Donc j'ai voulu raconter cette histoire-là, et parallèlement à tout ce que je vous décris, c'est aussi bizarrement, puisqu'on parle d'Europe, l'année où l'Europe choisit de faire Schengen, c'est-à-dire une idée formidable pour les Européens. Et puis, vu de Somalie, c'est des frontières, il n'y a plus qu'une frontière finalement à traverser. Et donc, c'est comme un appel. Et donc, comme toujours dans l'immigration, il y a des gens qui se mettent en route. Et puis derrière, il y a des centaines, puis des milliers de gens qui les suivent. Et je voudrais juste dire que, pour revenir à la question, est-ce que l'Europe doit trouver une réponse commune? Bien sûr, l'Europe doit trouver une réponse commune. Parce que comme en 92, on annonçait déjà ce qui se passe aujourd'hui, il est très facile de savoir ce qui va se passer demain. On sait déjà que dans 20 ans, 20 pays des plus pauvres du monde sont en Afrique et 10 pays les plus riches sont en Europe. Dans 20 ans, la population africaine va doubler, la population européenne va stagner. Il est assez facile d'imaginer qui va vouloir vivre où.
Et bien évidemment, une partie des Africains, si leur monde ne change pas, va vouloir vivre en Europe. Et la catastrophe dont on vous a sans doute parlé hier, celle qui est annoncée 20 ans encore plus tard, c'est en 2050, c'est la catastrophe des réfugiés climatiques. Alors aujourd'hui, bien évidemment, ça paraît loin. Et d'ailleurs, dans votre livre, il y a des personnages qui viennent du Bangladesh, un pays des 5 ans. On a parlé hier d'ailleurs parce qu'on a fait aussi la transition entre les deux questions, avec la question d'aujourd'hui. 50 millions d'habitants et qui sont là. Ils sont 2 tiers, le pays, et 2 tiers du pays est en dessous le niveau de la mer. Ouais, tout à fait. Et moi, je m'y suis rendu puisque je suis journaliste de formation, que j'ai couvert les conflits de 1975 à 1995. Et je me suis rendu au Bangladesh à l'époque en 91 pour un tsunami dont personne n'a parlé, qui a fait 150 000 morts. Et la mer était remontée jusqu'au contrefort de l'Himalaya, puisque le pays est en dessous du niveau de la mer, et barré par l'Himalaya qui descend, qui tombe de 4000 mètres dans la plaine. Donc oui, tous les Bangladais savent qu'un jour ils quitteront leur pays. Et ils sont nombreux, les Bangladais. Moi, je raconte l'histoire d'un Somalien, donc, qui décide de quitter et d'essayer de sauver sa fille, qui est la seule survivante de sa famille, de Mogadiscio en guerre, avec l'arrivée des Shebabs. L'histoire d'un Moldave qui, lui, essaye de trouver l'espoir après le post-communisme en Europe. Et l'histoire de ce Bangladais qui, lui, quitte plutôt par tradition, parce qu'il y a une tradition venue du Bangladesh qui est on prend quelqu'un, une personne, une famille... Une personne qu'on envoie et qui va, contrairement au Moldave qui veut faire venir sa famille, qui va faire vivre la famille qui reste au Bangladesh. Il y a une chose aussi, il y a pas mal de choses qu'on peut vous demander sur ce livre-là, mais je me suis demandé, parce que je pense à cette fille-là. Et là, comme modèle, à un moment donné, elle raconte pourquoi la France. C'est comme ça qu'il pose la question. Et c'est parce qu'il a souffert une excision aussi. Il a un modèle pour elle, c'est une fille en Angleterre qui a été top modèle, qui avait subi la vie d'une Somalienne qui a été excisée comme 97% ou 98% des Somaliennes. Elle rêvait de venir en France pour faire des robes, pour faire des... C'est ça, c'est ce qu'elle... Vous savez, c'est aussi ce que... Enfin, parce qu'on va peut-être parler de l'horreur du voyage. Non, mais on va parler de ça pour un certain temps. Non, mais ma question, pardonnez-moi, il y a 20 ans, on s'est posé la question, les gens voulaient venir en France. Et c'est votre cas aussi, je crois, que vous voulez venir en France. Pourquoi il y a 20 ans, peut-être des gens voulaient venir en France, et pourquoi aujourd'hui ils veulent si peu venir en France? Je ne suis pas sûr qu'ils veulent si peu venir en France. Je sais qu'en ce moment, dans ces conditions, sur la tête d'épingle, c'est une crise très particulière aujourd'hui. Ce qu'a fait l'Allemagne a effectivement rendu l'Allemagne comme un pays très sympathique. Pourquoi vous allez en Angleterre et pas rester en France aussi? Je crois que c'est... Oui, je crois que ça dépend aussi de beaucoup de cultures, des gros groupements familiaux, des gens qui pensent qu'effectivement, c'est très compliqué pour eux d'avoir vous savez, c'est très compliqué d'avoir des nouvelles. Et moi, j'ai appelé mon livre « Les échoués » et non pas « Les migrants », parce que je pense qu'il y a dans ces voyages, dans ces traversées, il y a la notion d'une traversée, d'une trajectoire totalement improvisée et on ne sait pas où on va atterrir. Quand on part de Somalie, c'est large, hein, l'arrivée. Ça peut être de la Libye jusqu'à la Grèce. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui choisissent, souvent ils atterrissent. Combien de temps des traversées en bateau, c'est raconté?